d'abord à souhaiter la bienvenue à notre candidate, Marie-Colombe Kwame, ainsi qu'à l'ensemble des personnes qui l'accompagnent aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Sousse. J'ai l'honneur de présider donc, cette séance de master en conservation, restauration et valorisation du patrimoine, spécialité dans la valorisation du patrimoine. Permettez-moi de présenter les membres du jury qui m'entourent. Donc, en premier lieu, notre professeur Moutaina Klassi, donc directrice du mémoire, qui a guidé Marie tout au long de ce travail de recherche. Sur ma droite, notre collègue Nejwa Seidi, enseignant-chercheur aussi à la faculté de lettres transhumaines de Sousse, qui a eu le charge d'évaluer d'une manière approfondie la mémoire, donc le mémoire plutôt de Marie, qui était la rapporteuse. Enfin, nous avons souhaité que M. Serge Arnaud soit avec nous, mais il a eu un empêchement suite à son déplacement au Sénégal. Donc, cette soutenance se déroulera selon le protocole suivant. Nous allons donner déjà d'abord la parole à Marie, qui va nous présenter un exposé en 20 minutes pour présenter son travail, sa méthodologie et ses principaux résultats. Après, je passerai la parole à la directrice de ce mémoire, Mme Moutaina Klassi. Par la suite, à notre collègue Nejwa Seidi. Et enfin, je vais prendre la parole en tant que président de la science. Donc, Marie, vous avez 20 minutes pour présenter votre travail. Bonjour, chers membres du jury, bonjour, chers amis et chers invités. Alors, je me nomme Yao Marie-Colombe Kwame, étudiante en master professionnel en conservation, restauration et valorisation du patrimoine. Alors, mon sujet s'intitule La gestion des collections du Musée national du costume de Grand-Bassam, problématique de l'inventaire et la documentation muséale. Alors, j'ai choisi ce sujet qui m'a permis de connaître et de savoir aussi que les musées fonctionnent sur le problème sur l'inventaire et la documentation muséale et aussi la gestion de leur collection. Comme plan de travail, nous avons l'introduction, en grand 1, le rôle de l'UNESCO sur le patrimoine culturel, en grand 2, l'histoire du Musée national du costume de Grand-Bassam, en grand 3, la politique de gestion des collections au Musée national du costume de Grand-Bassam, en grand 4, la présentation de l'établissement du stage, en grand 5, les éléments essentiels lors des activités pendant le stage, en grand 6, les défis majeurs et les pistes d'amélioration au sein de l'établissement, et enfin conclusion. D'abord, comme introduction, nous devons savoir que la Côte d'Ivoire a une diversité culturelle très importante. Et dans ce pays, nous avons le Musée national du costume de Grand-Bassam qui est un témoin de son passé colonial et de son patrimoine vestimentaire. Alors, ce musée-là a été construit en 1893 et a été restauré officiellement et inauguré en 1991 grâce au ministre Bernard Belin Dadier et au premier président de la Côte d'Ivoire qui est Félix Houphouët-Boigny. Alors, ce musée a pour mission de conserver et valoriser les costumes traditionnels ivoiriens, contribuant ainsi à l'éducation et à la transmission culturelle. La gestion de ces collections soulève des enjeux majeurs liés à l'inventaire et à la documentation muséale. Pour y répondre, il est essentiel de renforcer les outils technologiques, les ressources humaines et l'organisation documentaire. Ici, nous avons une représentation de la Côte d'Ivoire et la ville de Bassam qui est juste à peu près à côté de la ville d'Abidjan. En grand 1, le rôle de l'UNESCO sur le patrimoine culturel. D'abord, le rôle de l'UNESCO pour le patrimoine culturel, elle sert à valoriser les collections et les traditions et aussi implique les jeunes à connaître en transmettant aux autres générations, enregistre les pratiques culturelles, renforce les capacités des communautés et célèbre la diversité culturelle mondiale. On peut dire définition des différents concepts clés. La gestion, c'est l'ensemble du savoir et des pratiques permettant de structurer et de coordonner. La collection, c'est l'ensemble
des objets réunis. Par exemple, je prends un stylo. Si il y a plusieurs stylos dans la collection, on réunit le stylo rouge, on réunit le stylo bleu qui forment une collection et l'autre une autre collection. L'inventaire muséal, c'est un outil et c'est comme aussi un numéro de passeport qu'on attribue à la collection. La documentation muséale, c'est comme l'identité de la collection. C'est-à-dire, si un BIC s'appelle le BIC stylo, elle doit avoir des noms, des caractéristiques et d'où elles viennent. En petit 2, nous avons les normes prescrites par l'ICOM, qui signifie le Conseil international des musées pour la gestion des collections. Alors, nous devons savoir que l'ICOM a été fondée en 1946 et cette organisation-là permet d'élaborer et de respecter les normes professionnelles pour la gestion et la collection du musée à l'échelle mondiale. D'abord, nous avons 4 grandes normes. La première norme, c'est le mode d'acquisition qui est primordial, c'est-à-dire le nom d'acquisition, c'est l'achat, le legs, le prêt et le don. En deuxième grand nombre, nous avons les principes généraux de la gestion des collections, qu'il s'agit de la politique de documentation, les effectifs et les systèmes, les normes du système de documentation, l'accès aux informations et le besoin de l'utilisateur et enfin le système de sécurité et de la pérennité de la conservation. En troisième grande norme, nous avons le processus d'inventaire et la documentation muséale qui est vraiment importante pour les collections. D'abord, nous avons 6 étapes. La première étape, c'est la documentation des collections, c'est-à-dire pourquoi documenter les collections. Pour documenter cette documentation-là permet de connaître l'identification, le suivi, leur sécurisation et l'accès rapide aux informations associées. Elle compose 8 éléments. Les premiers éléments, nous avons les fiches d'index, le dossier documentaire, les catalogues, les fiches maîtres, les cahiers de mouvement, le numéro d'inventaire de l'objet et aussi le registre d'inventaire et le système de localisation. En grand 2, nous avons la mise en place d'un système de documentation manuel de base partant de zéro. Alors, cette technique-là permet de recevoir l'objet, immédiatement marquer le numéro de l'inventaire et inscrit dans le registre, qui est le passeport de l'objet. Donc, cette étape-là provient d'un système très détaillé avec leurs différents rôles. D'abord, nous avons le numéro d'inventaire qui est le marquage de l'objet. Nous avons le registre d'inventaire qui est le document administratif et officiel de l'objet. Nous avons la fiche maîtresse qui est la base du système de documentation. Nous avons le système de localisation qui est l'emplacement permanent de l'objet, c'est-à-dire si l'objet est à la réserve ou l'objet est à la salle d'exposition. Nous avons maintenant en dernière position, nous avons le cahier d'inventaire qui est le cahier où le numéro d'inventaire doit être nommé, numéroté et timbré. Voilà. En grand 3, nous avons réactivé un système de documentation manuelle abandonné ou incomplet. Ici, il s'agit des cas de vol et de perte. C'est-à-dire, si l'objet est perdu, nous devons trouver une solution plus rapidement pour qu'on puisse remplacer l'objet là, ou soit on essaie de changer l'objet. Donc, cette faute-là est une faute de déontologie qui entraîne une enquête de conséquences graves en raison de l'incertitude sur la responsabilité. En 4 étapes, nous avons le contrôle. Comment contrôler l'inventaire? Pour contrôler l'inventaire, il permet de savoir à chaque fois et de régler à chaque fois si la collection est perdue ou pas. Donc, s'il y a un manque de collection, il faut vérifier à chaque fois qu'on écoute toutes les informations concernant la collection. En 5e étape, nous avons maintenu le système de documentation. Pour maintenir le système de documentation, il faut d'abord vérifier si vraiment cette méthode est rigoureuse pour pouvoir sauvegarder les collections. En 6e étape, nous avons l'informatisation qui est un système de documentaire qui requiert un vocabulaire normalisé, adéquat et une formation adaptée du personnel et de moyens de maintenance efficaces. En grand 4, le grand nombre le plus important, nous avons la place numérique dans la gestion des collections. Alors, cette numérisation-là facilite la documentation, facilite leur suivi, leur diffusion et aussi à l'échelle mondiale via des bons outils comme le téléphone, les smartphones et autres.
En grand 2, nous avons l'histoire du Musée national du costume de Grand-Bassam. D'abord, nous devons savoir en petit 1 l'historique du palais des gouverneurs. Le palais des gouverneurs a été construit en 1893. En 1849 et prend fin en 1893. C'était la résidence des gouverneurs, soit des gouverneurs qui est M. Louis-Gustave Berger et ses successeurs. Et pendant 1900, nous avons eu une épidémie de fièvre jaune qui a vraiment bousculé la ville de Grand-Bassam. Donc, toutes les villes là et tout le reste ont été transférées à Adjamé-Santé, qui est aujourd'hui la ville de Bréjaville. En petit 2, nous avons l'évolution du palais. Comment le palais a existé jusqu'à aujourd'hui devenir musée. Alors, transformer le musée en 1881 par le décret ministériel qui est le numéro 003 par Bélé Dadier, elle a été rénovée. Et lors de sa rénovation, elle a été refaite encore en 2004. Et ce musée-là valorise 1462 pièces avec le thème cohésion sociale autour du costume qui existe jusqu'à aujourd'hui, et dirigé par M. Tizier Kofi, qui est le directeur actuel du musée. Et ce palais, et même la ville de Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est aujourd'hui une valeur universelle et exceptionnelle. Voilà une petite représentation de la carte de Grand-Bassam et le musée national des costumes de la Côte d'Ivoire. En grand 3, nous avons la politique de gestion des collections. D'abord, nous devons savoir que le musée valorise 6 catégories existantes au musée. D'abord, nous avons le textile qui est nommé A. Nous avons le pain tissé du Yakuba appelé le Zangwele, qui est en forme de tissu et de tissu de forme bleue et blanc. Nous avons le pain Tapa, qui est le pain BD. Ce pain-là est qualifié avec l'écorce d'arbre. Nous avons le pain baoulé appelé le black condro et le pain tissé appelé le kita, qui est du peuple ami. Ici, c'est une représentation des différents pains de la Côte d'Ivoire, situés et répartis dans plusieurs régions. Nous avons les objets usés, qui est une deuxième catégorie. Nous avons la queue chez le peuple baoulé appelé aquaba. Nous avons la houe, qui est un outil d'agriculture. Nous avons ici le maillet à tabac qui sert à taper l'écorce d'arbre pour former le pain tabac, comme celle-ci. Donc l'écorce d'arbre est une matière première et on prend le maillet à tabac pour le taper jusqu'à ce qu'il devienne dur et sèche. Nous avons le tambour-parleur, qui est le porte-parole comme un griot de tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Nous avons comme troisième catégorie les photographies. Ici, nous avons une photographie du roi du peuple Abon. Et de l'autre, nous avons la photographie d'une scène du marché quelconque. Ici, nous avons la photographie du tambour-parleur mystique de Nanon Akafou. C'est à cause de ce tambour-là qu'il fait des rafales dans le village. C'est ce qui date de l'époque coloniale. De l'autre côté, nous avons la photographie du travail forcé qui est l'abattage d'un lapin. Comme quatrième catégorie, nous avons les masques en miniature. Le premier, c'est le masque baoulé appelé le pleuble. Mais ce masque-là n'est pas un masque qui sort lors des différentes festivités, mais qui sort lors des cérémonies de deuil et autres. Nous avons le masque guéri. Ici, nous avons le masque Yakuba appelé le Kananga. Et nous avons le masque Bourou. Comme cinquième objet, nous avons les parures qui sont les parures d'ornement. Nous avons les parures de protection appelées chez nous le gris. Nous avons de l'autre côté les parures de royauté. Ici, nous avons les coris comme accessoires de beauté. Bon, parfois, on voit les coris comme accessoires de fétichisme. Mais on se dit, bon, on peut faire aussi comme des parures de beauté. De l'autre côté, nous avons les parures de guérisseur et de pouvoir, c'est-à-dire des parures qui procurent la guérison et qui procurent le pouvoir. Ici, nous avons, en dernière catégorie, nous avons les maquettes d'habitat traditionnel. Ici, nous avons les maquettes d'habitat traditionnel du peuple roumain à San Pedro, situé au sud-est. Et de l'autre côté, nous avons les maquettes d'habitat traditionnel du peuple d'Ida à Divo.
Ici, nous avons les maquettes d'habitat traditionnel du peuple baoulé situé à Boaké et à Yamoussoukro. Et de l'autre côté, nous avons la maquette d'habitat de la grande mosquée de Congo. Deuxièmement, nous allons parler maintenant de la pratique actuelle de la gestion des collections au sein du Musée national des collections de Grand-Bassam. D'abord, nous devons savoir que le musée a plusieurs pratiques pour pouvoir restaurer, valoriser, conserver les collections. En premier lieu, nous avons, au niveau de l'acquisition, le musée a une spécialité de critères, c'est-à-dire la qualité, la provenance et l'importance politique. Ici, nous voyons les dons procurés par des gens très importants de la Côte d'Ivoire, comme Patéo, qui est un grand styliste en Côte d'Ivoire. Et le deuxième, nous avons un don du roi Yacouba. Donc, nous devons savoir que les Yacouba ont des tenues traditionnelles identiques, de forme de bande blanche et de bleu. Au niveau de l'inventaire de la documentation, le musée a des fiches d'identification, a des registres et aussi des fiches d'inventaire qui procurent en même temps une fiche d'inscription, une fiche fantôme au cas où l'objet est déplacé dans la salle de réserve ou dans la salle d'exposition et un cahier de mouvement qui l'accompagne. Tout ceci sont des supports physiques du musée, c'est-à-dire des supports manuels du musée. Au niveau de la conservation et de la restauration, d'abord, comme une technique de conservation, à la salle d'exposition et à la salle de réserve, nous constatons pendant toutes ces visites, nous constatons que toutes ces collections-là sont dans les vitrines. Donc c'est un moyen de conserver la collection contre les facteurs naturels de la vie. En technique de restauration, nous avons une fiche d'identification et une fiche de restauration. Ici, nous avons la cuillère de dent de la femme dent du peuple Yacouba qui désigne la fertilité chez la femme Yacouba. Et cet objet-là a été